Improvisation sur un thème par Théophane Césari. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de Improvisation sur un thème, le podcast dans lequel moi, Théophane Césari, parle en improvisation presque totale d'un sujet sur lequel j'ai intérêt à parler. Et là, pour cet épisode 2, le sujet qui, je pense, peut nous intéresser est la Révolution corse. J'ai déjà, dans l'épisode 1, plus ou moins discuté la question, en ce qui avait attrait dans la jeunesse de Napoléon, dans son histoire personnelle et dans son origine, on va dire, idéologique. Et là, c'est l'occasion de revenir plus en profondeur sur cette période méconnue de l'histoire du monde, qui tout de même a laissé des grandes traces philosophiques et politiques, et vers lequel se réfèrent aujourd'hui de nombreux Corses et pas que. Donc pour comprendre cette révolution corse, c'est une révolution qui est à la fois une révolution pour une recherche de liberté politique, à la manière de la révolution américaine, qui s'inspirera directement de la révolution corse, je pense que je reviendrai dessus, mais aussi une révolution, on va dire, nationale. La Corse était occupée depuis plusieurs centaines d'années par la République de Gênes, ville italienne de Ligure, une grande république maritime, la rivale de Venise. Ils avaient aussi un doge, c'était aussi une république dite sérénissime, qui occupait depuis plusieurs siècles, mais qui avait augmenté les impôts, accordé peu de place aux Corses dans leur administration, même dans la façon de gouverner l'île. Il y avait des conseillers corses qui étaient à Bastia, qui était la capitale de la Corse sous l'occupation génoise, mais ils étaient peu nombreux et surtout ils étaient de moins en moins. Donc la révolution, la Corse a connu extrêmement beaucoup de révoltes depuis la période de l'Empire romain, souvent pour des motifs de trouver sa liberté. Ainsi on pense à Sambucucci, un personnage, on ne sait pas s'il est légendaire ou réel. Il serait apparu soit au XIe siècle, soit au XIVe siècle, qui aurait fondé, il aurait demandé la protection de Gênes et fondé une début de démocratie corse au Moyen Âge, en tout cas en chassant les seigneurs de l'île, donc les fameux comtes, comtes de la Chinarque, qui n'étaient pas tous comtes parce que le titre de comte de Corse était quelque chose qui se méritait. Ça devait être un comte un Judique, et j'ai oublié, oui, je crois que c'est ça le titre, donc de la région de la Chinarque au sud d'Ajaccio, qui devait unifier l'île et avoir l'assentiment du peuple pour obtenir le titre de comte de Corse et un bâton qui allait avec, mais c'est très compliqué, je ne vais pas entrer dans l'histoire de la Corse médiévale, ce n'est pas un sujet que je ne maîtrise assez, c'est un sujet qui va dans tous les sens. Du coup, je ne veux pas m'aventurer dedans, mais en tout cas, il y avait ce héros qui était Sambucucci. Avant ça, dans la liste des grands héros corses, avant lui, il y avait Ugo Colonne, hein, qui est le fondateur de la dynastie des Chinarques, donc les ancêtres de la Chinarque, qui avait libéré la Corse des Sarrasins, d'où le drapeau avec la tête de mort. Mais donc, pour en revenir aux révoltes, il y en a eu plusieurs. Et plus récemment, à l'époque de François Ier, il y avait bien sûr le grand personnage, enfin un grand personnage sur certains points, il est très critiquable, j'en reviendrai peut-être dans un autre épisode, mais de Sampiero, mais qui se battait lui aussi d'une certaine façon pour l'indépendance de la Corse. Alors il était allié des Français et des Turcs, il est question d'indépendance, on était dans une période pré-moderne, ou en tout cas au tout début de la modernité, donc ce n'était pas la même chose que cette révolution corse là dont je vais parler, du siècle des Lumières, auxquelles on peut adapter des questions plus, on va dire, contemporaines d'indépendance, voire d'idées de nation, bien qu'on pourrait débattre là-dessus.
Donc ça pour dire que la Corse a, surtout contre Gênes, Sampiero, il s'est battu contre les Génois. Il y a une tradition de révolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple corse est un peuple très démocratique, égalitaire, on va dire. Voilà, on va dire, des plus proverbes corses les plus connus, c'est euh, à la table du seigneur, le paysan et l'homme riche seront assis à la même table. Voilà, il y avait peu de titres, j'ai parlé vite fait des Giudice de la Chinarque et des comtes de Corse, mais il y a très peu de titres de noblesse, de choses comme ça, de peu de stratification. Il n'y a qu'à voir dans l'architecture des villages corses, voilà, tout est austère sauf l'église. C'est un trait de caractéristique, voilà, très égalitaire, très méritocratique, où la personne est jugée non pas par rapport à un rang, non pas par rapport à une quelconque donnée, mais par rapport aux faits, aux actes et à la façon dont il est dans la communauté, c'est-à-dire comment il peut s'insérer dans une famille et dans la Corse en général. C'est une mentalité, on va dire, communautaire et égalitaire très prégnante, euh, d'où le méritocratisme de Napoléon, et surtout les valeurs qui animeront cette révolution corse, qui, on va dire, commence en... Alors, ah oui, d'abord, en quelques mots sur les sources. Je déconseille Wikipédia là-dessus, c'est pas terrible. Je trouve, hein, on peut avoir vite fait les grandes lignes, mais c'est pas terrible et c'est pas. euh, je dis que pour comprendre l'histoire corse, on peut se référer aux divers documentaires qu'il peut y avoir sur Viastel, sur RCFM. Alors beaucoup sont en langue corse, donc ce n'est pas toujours accessible. Mais niveau des livres, voilà, je conseillerais An Account to Corsica de James Boswell. Euh, qui raconte son voyage dans la Corse révolutionnaire pauliste et sa rencontre avec Pascal Paoli. James Boswell était une grande figure des Lumières écossaises, car comme vous le savez, il y avait les Lumières allemandes, le fameux Erklärung, Kant, Hegel, un peu Goethe, c'est voilà, euh, on va dire une certaine vision philosophique qu'on peut retrouver dans Critique de la raison pure, qui met la raison en avant mais de façon différente des Français, vu que voilà, il y a les idées de la raison qui sont et qui renvoient aux essences. Il y a les Lumières françaises, plus politiques, plus dans l'ironie, Rousseau, Diderot, Voltaire évidemment, les Lumières écossaises, en plus qui sont un peu liées aux Lumières anglaises aussi, Hume et par exemple Hume le plus connu qui a beaucoup travaillé sur comment expliquer la perception, il préfigure un peu les neurosciences d'une certaine façon. Il a étudié voilà, les mécanismes de la pensée. Je suis pas forcément d'accord avec tout chez Hume, et ça peut être très compliqué, mais c'est une lecture des plus intéressantes que je conseillerais aux plus amateurs de philo d'entre vous. Locke, alors je sais plus si Locke est anglais ou écossais, mais il en fait partie. Sinon, dans ces lumières-là. Et du coup, notre ami James Boswell, qui est connu pour ses livres ou ses récits de voyage et surtout An Account to Corsica, qui est un classique des lumières écossaises et des lumières britanniques en général. Et voilà. Donc c'est aussi une autre orientation par rapport aux lumières françaises. C'est plus, comment dire, voilà, vous comprendrez parce que au fur et à mesure que je raconte, ou plutôt que j'improvise sur cette question de la Révolution. Donc la Révolution, de mémoire, c'est en 1729 qu'elle démarre, euh, en sachant que voilà, Gênes, comme je l'ai dit, augmentait beaucoup d'impôts, mettait peu de Corses dans l'administration, refusait de rendre la justice, donc le phénomène de vendetta qui n'existe plus trop aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup pensent, et qui est beaucoup dans l'image d'Épinal associée à la Corse, donc la vendetta, des guerres entre familles pour des raisons de vengeance, découlait du fait que Gênes ne rendait pas la justice justement pour bénéficier de cela. De mémoire, j'essaye de me rappeler, 1829, donc il y a toutes ces tensions qui durent de plus... aussi comme source, je conseille à tout le monde les justifications de la Révolution corse de l'abbé Salvini, texte d'époque,
Je l'ai avec moi ici, donc je vais pouvoir vous donner... voilà, c'est les éditions Albania qui font beaucoup, pareil pour Boswell, qui font beaucoup de rééditions de livres sur l'histoire corse de l'époque. De toute façon, il y a beaucoup de maisons d'édition corse et c'est sur elles qu'il faut se mettre. Donc je renvoie vers leur site parce que voilà, il faut soutenir ces petites maisons d'édition qui sont pas si petites mais quand même. Donc 1764, qui en fait, c'est un texte qui s'inscrit en fond dans les Lumières, qui explique le principe de séparation des pouvoirs, mais aussi la raison de pourquoi les Corses, cela est justifié qu'ils se révoltent contre l'occupation génoise. Donc j'essaie de me rappeler les origines de 1729. Quel est l'élément déclencheur? Je sais que c'était pour des questions d'impôts. Je crois qu'il y avait un impôt sur les armes qui faisait polémique, si c'est tenté de le dire, mais aussi des augmentations d'impôts, surtout sur la farine, voilà, comme un peu la Révolution française. Euh, je ne me rappelle plus des détails, je suis désolé, j'aurais dû préparer un peu plus l'émission. Mais la- les premières crises, ce que je me rappelle, c'est qu'il se passe dans le sud de la Corse, vers la région d'Ajaccio, en sachant que ce sera plutôt le centre et le nord avec Corté qui seront en armes. Mais le début, les prémices de la Révolution, c'est dans le sud. Voilà, ce qui est important de rappeler, parce que donc il y a l'en-deçà des monts qui est en dessous, qui est Ajaccio, et l'au-delà des monts qui est Bastia, et Corté et compagnie. Donc cette révolution, il y a le père de Pascal Paoli, Hyacinthe, qui était déjà un des grands chefs. Il y avait plusieurs héros, et il y a tellement d'épisodes que ça prendrait, voilà, en considérer cela comme une introduction à le raconter. Et il y avait aussi Gaffieri, celui qui arrivait avec les bateaux, avec une flotte désespérément, à moins que je confonds avec Gaffo. Un des deux est connu pour être un peu le Brutus à la romaine, d'avoir accepté les plus grands sacrifices pour le cause de la patrie corse. L'autre personnage était arrivé de façon héroïque avec des avions, n'importe quoi, moi, avec des bateaux. La révolution a été lancée par un conseil de théologiens ils se sont rassemblés dans un couvent dont le nom encore une fois m'échappe, qui est encore aujourd'hui un lieu très très symbolique utilisé par on va dire certaines franges du nationalisme corse. Et qui donc disent cela car ah oui, je reviens un peu. Gênes officiellement avait le pape, parce que la Corse était terre papale, et la Corse avait statut de royaume dans droit médiéval. C'est un peu compliqué. Et la République de Gênes était la garante de ce titre royal. C'est d'ailleurs ce qui donnait son importance à Gênes, c'est qu'elle avait un titre royal au niveau... ça, on est vraiment dans du droit médiéval, je ne suis pas spécialiste. Et donc, se révolter contre Gênes pouvait être considéré comme régicide. Donc, quelque chose de pas bien. Mais l'Assemblée des théologiens, donc dans les vieilles justifications augustiniennes, mais en y apportant cette idée des Lumières, ces idées de liberté, ces idées nationales, déclare que non, le royaume de Corse, Gênes est un tyran, c'est donc un tyrannicide, donc ça va, et que ce royaume de Corse, il appartient aux Corses. Alors je fais sûrement des grands raccourcis, donc je renvoie à plusieurs livres que j'ai pu vous citer. Aussi le livre La Corse, terre de droit, ou Essai sur le libéralisme latin et la révolution philosophique corse 1729-1804 de Antoine-Baptiste Philippe, qui met en perspective l'histoire corse, qui rattache Napoléon pour replacer dans son contexte politique, juridique et philosophique Napoléon à travers tout cela. C'est pour ça que j'insistais aussi là-dessus, c'est car oui, il y a une filiation réelle. Et donc, voilà, il y a cette première révolution, c'est lancé, il y a
une révolte, les gens se lèvent contre l'oppression génoise à plusieurs endroits, et il y a les fameux chefs de la révolution qui sont les généraux de la nation. Tel est le titre qu'on leur a donné, et que Pascal Paoli gardera lui aussi. Donc, de souvenir, les premiers chefs de la révolution, mais du coup, c'est ceux dont j'en ai parlé. Hyacinthe Paoli et Gaffier, je crois Gaffort, je sais plus si au début il y en avait 2 ou 3, ça changeront à plusieurs moments. Ces chefs de révolution, ces généraux de la nation, dirigent la Corse en armes, avec l'assentiment du peuple. Il y a déjà une idée de démocratie, il n'y a pas encore de constitution, ça arrivera plus tard, là on en a encore à la première phrase. Et voilà, le peuple se réunit et là pour l'instant ils arrivent plus ou moins à affronter correctement les Génois. Ils cherchent quand même de l'aide, du soutien à l'étranger. Donc les Français à l'époque n'étaient pas hostiles, et je crois que plus ou moins le Saint-Empire romain germanique peut-être. Je sais que plus tard lui aussi deviendra hostile, mais je crois qu'ils se feront battre. La révolution démarre en 1729, dans une première phase, on va dire, moins organisée bien que sérieuse. Et justement, comment s'appelle il y a ce qu'on appelle la consulte, qui est une sorte de parlement, et qui est en même temps lié à des histoires de démocratie directe, et qui est en même temps lié aux généraux de la nation. Donc c'est aussi c'est assez spécial, et ça prendra plusieurs formes. Et donc, à un moment donné, comme je vous le dis, il cherche un soutien étranger. Et un jeune homme venu de Westphalie, Théodore de Nehoff, arrive et donne du soutien. Pareil, c'est un de ces hommes des Lumières, c'est un aventurier, quelqu'un de très intéressant. Alors, il apparaît dans, si vous vous rappelez vos cours de première, Candide, le drôlissime conte philosophique de Voltaire. Il apparaît à Venise, le roi des Corses, qui est le plus pauvre de tous les pauvres de tous les pauvres. Bon, là je vous spoil en disant que ça va mal se passer, mais voilà. Donc ce jeune Théodore de Nehoff arrive et propose de l'aide, et c'est un comte de Westphalie. Comme je vous l'ai dit, la Corse est très égalitaire, il n'y a pas de comte, pas trop de titres de noblesse. Mais il y a besoin, pour la pluie internationale, de montrer que la Corse s'inscrit dans un monde civilisé. Donc, on propose à Théodore, la consulte propose à Théodore de devenir roi. Donc il y a une sorte de début de constitution, dans lequel, pareil, on retrouve cette idée, il y a les référendums, il y a la consulte, il y a de la démocratie participative directe, tout en ayant les référendums et un pouvoir exécutif très fort, avec Théodore, le roi Théodore, agissant de concert avec les généraux de la nation, et essayant d'avoir un appui international. Alors aujourd'hui, les pièces de l'époque du roi Théodore valent super cher si vous en trouvez une. La capitale était à Aléria, comme disait Macron de façon complètement fausse, de façon complètement ridicule, à sa venue à Aléria. Pas Aléria. Mais bon, au moins il a tenté de faire un accent, on va dire. Et donc aujourd'hui, à Aléria, c'est une vieille ville fondée par les Romains. Et il y a le musée archéologique que je recommande à tout le monde, car il y a beaucoup de très très belles pièces. Et à côté, il y a des jolies choses antiques. Et en tout cas, avant, ce musée était le Palais Royal. Et je parlais de l'austérité corse, du côté égalitaire de la Corse. Je pense que ça n'a pas servi le côté de l'architecture, parce que cet ancien palais royal était, je suppose, une maison très agréable, comme le sont les maisons traditionnelles corses, mais ce n'est pas Versailles, ni l'Ermitage, ni même Buckingham Palace, ou même l'Élysée, ou voilà. Ce n'est pas Chambord, ce n'est pas impressionnant. Et donc, il y a cette première période qui commence à instaurer beaucoup de, on va dire, une vision très, on va dire, politique de cette révolution corse. Donc, une démocratie où tout le monde vote, pas encore les femmes, je ne crois pas en tout cas.
Mais voilà, c'est le peuple en armes et uni qui le met, donc c'est le peuple qui gouverne, même s'il y a un roi. Il sera très ferme. Donc il y a une constitution, avant même la constitution pauliste dont tous les Corses vous rabâchent tout le temps. Et donc il y a une monnaie, il y avait même, je crois, un ordre de sainte dévote, à moins que ce soit le nom qu'a donné Pascal Paoli. Donc un ordre méritocratique à donner aux serviteurs de la nation. Voilà, donc c'est pour ça Napoléon, il s'inscrit dans un héritage qui n'est pas vraiment français. C'était ce que j'avais essayé de dire euh, la fois précédente. Et donc une constitution et enfin une justice qui permet de mettre fin aux tensions internes stupides qu'avait instauré Gênes en rendant plus la justice et en mettant la guérilla. Mais malheureusement, notre roi Théodore, part à la recherche de beaucoup d'alliés, il n'en trouvera pas, alors il sera accueilli partout avec curiosité dans tous les salons de l'époque. Les Prusses notamment, c'était Frédéric II à l'époque, sont passionnés par la cause, les Anglais aussi. C'est pour ça que Boswell, qui est écossais, n'est pas anglais, mais quand même un Britannique, et Britannique aussi viendra plus tard. Mais malheureusement, le gouvernement du roi Théodore tombe. Parce que la France commence déjà à se rapprocher de Gênes, si je me rappelle bien. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mis, de moyens qui ont été mis pour que Gênes reprenne contrôle de la Corse. Le contrôle n'a jamais été complet. Mais je sais pas si je me rappelle bien. À vérifier, je mets beaucoup de... Non, mais c'est après le passage du roi Théodore que beaucoup, voilà, on en reste avec nos généraux de la nation. Et par exemple, il y a une fameuse bataille, c'est la bataille de Borgo, à côté de Bastia, là où aujourd'hui je crois qu'il y a l'aéroport, où les troupes corses ont défait complètement les troupes françaises. Et aujourd'hui, voilà, dans la culture corse, c'est encore un truc très célébré. La chanson quand ils chantaient les révolutionnaires, les insurgés, les guerriers paysans corses, lorsqu'ils ont repris la ville de Bastia après la bataille de Borgo dans ces années-là, donc 1738 par là, après, je me rappelle plus, Théodore, oui, je crois que c'est peut-être 38 où il est parti, ou 36. Je suis désolé, hein, j'ai pas toutes les dates en tête. C'est après là, donc par exemple, il y a une fameuse chanson, c'est à Palatine. Je vais pas la chanter, hein, ne vous inquiétez pas. Qui est la chanson que chantaient déjà les guerriers révolutionnaires paysans corses à l'époque pour célébrer leur victoire. Et oui, donc c'est après le roi Théodore parce que je crois qu'à Palatine c'était justement quand il y a eu Gafféry qui arrive avec une flotte. Et parce que on le surnommait le Palatin. À vérifier, j'ai peur de me tromper, hein, j'ai peur de donner de fausses informations. Et donc, dans cette chanson, il y a un couplet très intéressant. Deux, je dirais, ils disent nous irons au couvent faire couronner notre chef. Donc le général de la nation, approuvé. Donc dans le couvent, on retrouve l'aspect. Je crois que c'était Oreds où avait été lancée la révolution. À vérifier. Ou en tout cas, voilà, vérifier. Et donc il y a le chef, c'est le chef de la nation en quelque chose direct. Le chef, voilà, c'est Capu National ou je sais plus ce qu'il disait dedans. Et à la fin, où il célèbre la reine de la Corse. Donc à savoir que la Corse, même si je reviendrai sur les aspects religieux, c'était toujours un royaume, sauf que non seulement c'était les Corses eux-mêmes qui en devenaient le gardien dans cette idée révolutionnaire, donc c'est la nation appartient au peuple, elle n'appartient pas à Gênes, à quiconque détient le titre, et le titre de toute façon, c'est la Vierge, la Sainte Vierge qui a été nommée reine éternelle de la Corse. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Corse, le 15 août, c'est la fête la plus importante de l'année, c'est aussi grand que Noël ou la Pâque, qui sont déjà très très célébrés, et que la fête nationale est le 8 décembre.
et que l'hymne, qui a été choisi, je crois, en même temps que a été fait la constitution de Thomas de Nolf, de Théodore de Nolf, pas Thomas, désolé, Théodore de Nolf, c'est le Diovi Salvi Regine. Voilà, donc un hymne à la Vierge. Et donc dans Appalatina, cette chanson que chantaient déjà les gens et qui est encore chantée aujourd'hui, voilà, je vous invite à écouter la version par Canta ou Corse, avait ces idées-là, cette idée du pouvoir exécutif corse qui sera ensuite repris par Napoléon puis par le général de Gaulle en France, donc du lien direct, le peuple et le chef en relation directe, l'un n'est là que grâce à l'autre, enfin, le chef n'est là que par le peuple pour le servir, mais c'est lui qui décide et qui mène à la victoire, et qui est là pour le mérite. Et donc voilà, l'idée bonapartiste, le libéralisme à la Corse, et donc plus tard à la française, et en même temps cette idée de la Corse est une république dont la Vierge est le royaume. Voilà. Finalement, voilà, je passe tous les petits détails, je ferai un épisode 2. Considérez que ceci est une comment ça s'appelle ? Une introduction. Et donc, en 1755, une autre consule rappelle le fils de Hyacinthe dont on avait parlé, le fameux Pascal Paoli. Et c'est le début de la République corse, avec la fameuse constitution dans laquelle on retrouve tout ce qui est bien, séparation des pouvoirs, cette idée de verticalité, en même temps une horizontalité avec de la démocratie directe, dans les pièves, c'est-à-dire les pièves, c'est la subdivision administrative de la Corse depuis le Moyen-Âge. Donc la verticalité, le proto-bonapartisme, le paolisme, voilà, Pascal Pao, il remet de la justice. Les guerriers corses, c'était trop enorgueillis d'être guerriers, ils ne travaillaient plus la terre. Alors, j'ai oublié de le dire, il y a une très 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 forte influence du latin, de la civilisation romaine, de la pensée romaine sur tout ce monde-là. Une légende raconte que Pascal Paoli, quand il était à Naples faire ses études, il avait vu un vieillard sur le chemin qui récitait l'Énéide, et qui est allé, qui lui a fait une tape dans le dos, et qui a repris exactement l'Énéide qu'il connaissait par cœur sur le chemin. Donc on retrouve des idées, comme chez Napoléon, voilà, de la dictature à la romaine, du grand homme qui, pour protéger les institutions, est appelé par les institutions, sauf que là on rajoute le peuple. Voilà, donc c'est pour ça que c'est le général de la nation, élu par la consulte peut le renouveler, mais il a beaucoup de pouvoir. Et je sais plus ce qui m'a fait déclencher dans ma pensée là-dedans, mais c'est très important pour comprendre ces passages-là de la Révolution corse. Donc c'est une république qui n'est pas la république, même si elle aussi, elle s'est inspirée de la Rome antique, la république des conseils, très chaotique, très... voilà, qui a inspiré Lénine plus que le général de Gaulle de la Première République. C'est une république qui se veut venir de Cicéron, qui se veut venir de Brutus, qui se veut venir de Cincinnatus, de tous ces héros. Et donc là, le héros que la Corse ait choisi, c'est Pascal Paoli. Et il apporte cette constitution où notamment de nombreuses avancées démocratiques seront faites, notamment la première fois dans l'histoire qu'il y a le droit de vote pour les femmes. Comme j'ai pu le dire dans le podcast précédent, les femmes corses, contrairement à ce que certains disent sur le continent, c'est complètement faux, sont très actives. D'ailleurs, il y a des femmes qui se sont battues pendant la Révolution, et même s'il y a... ce n'est pas... voilà, c'est comme j'ai dit, c'est une société égalitaire et démocratique, tout en étant guerrière et fière et conservatrice. C'est un équipe qui a fait la Corse, et donc les femmes, c'était naturel qu'elles aient le droit de vote. Donc il y a ce système, il y a les pièves qui élisent la consulte, et il y a le général au-dessus de cela. Donc, ah oui, voilà, je sais pourquoi je parlais des Romains. Parce que voilà, une des anecdotes, les Corses étaient devenus trop fiers pour travailler la terre, et il était allé Pascal Paoli, et ils se battaient entre eux pour des questions d'honneur. Alors Pascal Paoli leur a rappelé, vous êtes des guerriers, mais les guerriers doivent aussi être des paysans. Et il a rappelé la figure de Cincinnatus, justement, qui, après avoir sauvé Rome, a été retourné travailler la terre. Voilà. Donc c'est des images très venues de l'âge d'or, venues de Rome. C'est très virgilien.
tout en étant... Voilà, virgilien, ce serait le mot qui caractériserait le mieux cette République corse, c'est-à-dire l'aspect pastoral dégéorgique et l'aspect guerrier et national de l'Énéide. Voilà. Ce serait... Et après, sinon, Cicéron serait une grande figure qui le marquerait, parce qu'il y a l'amour du débat, tant que terre très latine. Je rappelle que la langue corse, qui n'est pas de l'italien, a conservé les déclinaisons, a conservé le vocatif, a conservé tout un tas de choses proches du latin. Il faudrait que je fasse un épisode sur la culture corse en général, notamment par exemple les surnoms de famille. Cicéron et César sont les surnoms de famille, les cognonem, en Corse il y a les cugno. Donc ça descend directement le même mot. Et donc Pascal Paoli réforme cette administration. Donc il n'y avait jamais eu d'esclavage en Corse, mais interdit l'esclavage, bon, c'est facile c'est plus facile à interdire quand ce n'est pas pratiqué, quand ça est pratiqué, mais c'est interdit. Le droit de vote des femmes, séparation des pouvoirs, démocratie, première fois dans l'histoire, voilà, première constitution moderne de l'histoire. Même si celle du roi Théodore était pas mal et qu'il y avait déjà d'autres constitutions, que l'Angleterre avait un ordre constitutionnel. Et d'ailleurs, les pères fondateurs américains s'en inspireront très grandement, je ne mens pas, il y a plus de 50 endroits qui s'appellent Paoli aux États-Unis, de villes, de choses comme ça. Il y a le buste de Paoli dans le bureau de Thomas Jefferson, et Washington et compagnie, on en tous parlé dans leurs lettres, Benjamin Franklin idem. Voilà, c'était une grande figure tout simplement parce que voilà, il était dans les réseaux à Londres quand il est parti en exil. Et il arrive pour l'instant à réussir à affronter les Français qui s'y sont mis. En fait, les Français ont racheté, entre guillemets, la Corse est indépendante. Voilà, il y a la République de Pascal Paoli. Mais Gênes dit qu'elle détient les droits. Et donc les Français ont racheté, en échange d'une dette, ces droits-là, et donc ont essayé de conquérir l'île. Vous savez, la devise de la Corse, c'est souvent conquise, jamais soumise. Et donc... en 1769, ils y arriveront, c'est la bataille de Pontenove, tout simplement parce que ça a été une bataille rangée, donc, et après beaucoup de défaites, c'est simplement que, comme il s'appelait, Choiseul, le ministre de la marine de Louis XV, insistait, il voulait pas rester sur une défaite. Et finalement, cette bataille-là, ils perdent parce que les Corses, ils étaient meilleurs en guérilla, c'est ce qui fera que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Corses ont été si forts contre les occupants italiens et allemands, et que a pu être sécurisé aussi longtemps, que la Corse n'a jamais été soumise, c'est grâce à ces techniques de guérilla, avant même que le mot guérilla naisse. Et je pense que voilà, où j'en suis à 32 minutes, je ne sais pas quoi improviser de plus, je pense que comme pour Napoléon, je vous donne rendez-vous pour un volet numéro 2, où je corrigerai les petites erreurs que j'ai dû faire et j'entrerai plus en détail sur le généralat de Pascal Paoli, sur les spécificités de la Révolution corse, et peut-être ouvrir sur plus grand sur la culture corse en général. Voilà, donc je vous annonce un deuxième volet, tout comme il y a un deuxième volet sur celui sur Napoléon. Ensuite, je ferai sûrement un épisode plus philosophique et des épisodes plus artistiques. Je pense peut-être sur la littérature en général, des livres que j'ai aimés, parler comme ça, une petite causerie, ou d'autres sujets, si d'autres sujets me viennent en tête. Donc je vous laisse là à 30 minutes, car je commence tout simplement à avoir un peu mal à la gorge, et à ne plus avoir d'inspiration. Je vous prie de m'excuser, et je vous dis à la prochaine dans Improvisation sur un thème.